Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Tessiture propose 2 collections qui abordent les questions du social par des formes et des sensibilités différentes. Notre démarche s'appuie sur le principe d'une autorisation de parole qui ne serait pas confisquée par un statut. Collection Recherche-Études Réseau Tessiture. Cette collection met l'accent sur des pratiques d'accompagnement de recherche-action et leur valorisation par la publication. Que produit une sociologie impliquée et agissante ? Comment les acteurs s'approprient-ils les méthodes, les outils pour réinterroger les politiques, les dispositifs, les pratiques et leurs effets sur les questions sociales et environnementales ? Regards croisés, paroles diversifiées qui densifient la compréhension et donnent à entendre la multiplicité des points de vue et des pratiques. L'écriture collective est prise ici comme moyen de mettre en mouvement, de partager, de coproduire, de prendre de la distance. Déjà paru. Anne-Olivier Dire, Sexe, genre et travail social 2010. Anne-Olivier Dire, L'expérience d'un observatoire de la jeunesse 2010. Collection Tessiture Littérature. Cette collection propose des éclairages différents sur les mondes sociaux. La littérature comme accès à l'imaginaire et à l'émotionnel, par lesquels éprouver les réalités humaines. La littérature comme une autre manière de percevoir son rapport au social et au lien social. La littérature comme lieu d'une possible identification transformatrice de soi, de sa relation aux autres. Déjà paru. Claude Rouillet, Tu viens avec moi 2010. Dédicace. À mon épouse, ma résilience qui vient d'une autre planète. À mes enfants. À mes frères et sœurs. À tous ces petits oiseaux tombés trop tôt du nid. À toutes ces mamans symboliques qui méritent une auréole. À cette armée de travailleurs sociaux qui œuvrent dans l'ombre. Remerciements. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui m'ont petit à petit, chacune à leur manière, conduit vers l'écriture de cet ouvrage. Ont contribué à ce cheminement tout d'abord Catherine Trinel, ma référente de formation qui, lors d'un de nos échanges, m'avait confié avec ce que vous avez vécu. Vous devriez écrire un bouquin. Vous m'avez beaucoup appris en me racontant cela. Puis ce fut Coralie Aubert, psychologue formatrice fil rouge, qui enfonça plusieurs fois le clou, entre autres qualifiant une de mes interventions de leçon de vie. Enfin Claire Veille, qui me proposa si gentiment de participer à l'écriture de l'accueil familial dans tous ses états, puis m'assura de son soutien pour une écriture plus complète de mon témoignage. À travers ces personnes, je mesure la chance qu'il m'est donnée de bénéficier d'un tel soutien et d'avoir trouvé si facilement, par le biais du relationnel professionnel et sans chercher, un éditeur comme un cadeau offert sur un plateau. Merci à Anne-Olivier qui a, de manière efficace, fait le lien avec les éditions L'Harmattan et constitué un comité de lecture m'apportant l'aide nécessaire pour une bonne cohérence du récit et de la mise en page. Ont participé à ce comité Anne-Olivier, Claire Veille, Coralie Aubert, Nabila Amgar et Claude Rouillet. Merci à eux pour leur contribution. Merci également à toutes ces personnes pour cette liberté qui m'a été donnée de m'exprimer ainsi, avec mes mots à moi. Sans elles, cet ouvrage n'aurait jamais vu le jour et maints aspects de ce récit qui le constitue seraient sans doute encore figés dans les oubliettes de ma mémoire. Préface. Coralie Aubert. Il existe de belles rencontres professionnelles et celle avec Patrick Cauch en fut une. Psychologue à l'aide sociale à l'enfance pour le Conseil général de la Marne et formatrice à l'EDSUP à Paris. C'est avec ce dernier statut que j'ai rencontré Patrick Cauch, assistant familial employé par le placement familial spécialisé de Roubaix, présent pour la formation professionnelle de 240 heures. Durant presque 2 ans, un groupe de 10 assistants familiaux attachés à différents services de placement familial spécialisés de la région lilloise, s'est retrouvé et a partagé ses expériences d'accueil en vue de se former. Des temps riches, forts, émouvants, des temps de ressources pour certains qui se sont ainsi mesurés à la profession. Patrick Cauch a eu la particularité d'avoir un regard croisé, c'est-à-dire qu'avant d'accueillir des enfants en souffrance au sein de sa famille en tant qu'assistant familial, il a lui-même été confié à une famille d'accueil avec ses frères entre 1967 et 1976. Autre temps me direz-vous,
petit Gavroche des années 68 avec bien des angoisses pour grandir. Il est resté cependant discret, par pudeur sans doute, durant ses journées de formation sur son vécu d'enfant placé, mais sans nul doute que sous sa casquette, il a dû y avoir quelques mouvances psychologiques. Si la vocation première de la formation professionnelle des assistants familiaux n'est pas d'être un baume cicatrisant, elle a fait naître, me semble-t-il, chez lui, une stature professionnelle l'engageant dans l'écriture et la réflexion des pratiques en matière de placement familial. Ayant la plume facile, un bon mémoire rédigé et le diplôme d'État obtenu avec succès, l'ETSUP l'a sollicité pour écrire un article, son itinéraire, dans un ouvrage coordonné par Claire Veil, responsable de la formation à l'ETSUP, intitulé L'accueil familial dans tous ses états, publié en 2011 chez l'Harmattan. Remarquable article, qui appelait la suite d'un épisode plus riche et qui est devenu ce présent ouvrage, Souvenirs et itinéraire d'un gosse de la DAS. Son originalité réside dans le récit de son parcours singulier d'enfant confié à une famille d'accueil aux pratiques d'antan, où la dimension des soins affectifs spécifiques n'avait pas forcément de place. Nous découvrons ainsi avec le petit Patrick, ses angoisses d'abandon et d'effondrement se réfugiant dans un petit tunnel fabriqué, comme une tentative pour contenir ses angoisses les plus archaïques. Nous pensons alors à ces comportements d'enfants que nous retrouvons fréquemment en placement familial, recroquevillés, barricadés en position quasi fétale dans leur lit ou dans ce qui peut ressembler à un nid, à la recherche d'une clôture heureuse et apaisante. Le ton de ce récit n'est pas celui du misérabilisme, bien au contraire. Nous partageons mieux comment des petits riens sont venus constituer un décor d'enfance, où les farces et déboires heureux et malheureux ont fait souvenir. L'image de la famille d'accueil, à la tendresse rustique et rurale, certes liée à son époque, a constitué un modèle de figure parentale constructive. Néanmoins, les pratiques du temps de la DAS nous font immanquablement réfléchir sur le maintien des liens réels et symboliques de l'enfant à ses parents et sur la nécessité de lui parler, et de l'écouter, des raisons de la mesure de séparation. Ce qui a manqué à Patrick Coche n'est pas tant ses parents. Bien plus préjudiciable lui fut le vide laissé derrière eux, faute d'explication sur ce qui lui arrivait. Ainsi, a-t-il un regard lucide, non seulement sur les moyens et défenses psychologiques qu'il a utilisés, consciemment ou inconsciemment, pour faire face, mais il mesure aujourd'hui combien il a été peu armé pour intégrer une société en respectant ses règles. Lorsque le besoin d'enracinement, cher à Michel Lemay, j'ai mal à ma mère, a mal été assuré, il est effectivement plus difficile de se sortir d'une galère sans famille. Au fil des pages, vous découvrirez comment il y est parvenu pour, in fine, devenir à son tour assistant familial. Et c'est bien là toute l'histoire. La deuxième partie de cet ouvrage soulève une réflexion plus professionnelle sur le métier d'assistant familial. Il va sans dire qu'en endossant la profession, il vient du même coup faire tomber certaines représentations qui traînent encore dans les services de placement familial, à savoir qu'un passé AS ou DAS serait une contre-indication pour devenir assistant familial. C'est bien sûr, sans compter les capacités de résilience qui lui font dire haut et fort, qu'on peut glisser sur une peau de banane, l'important c'est de se relever. Encore faut-il trouver sur son chemin, non pas la banane mais la résilience. Vous verrez comment il a trouvé sa place en tant qu'assistant familial masculin vis-à-vis de son épouse, elle-même assistante familiale et vis-à-vis des enfants accueillis, et comment il a pu avec eux se dégager d'une relation trop affective, pleine de bons sentiments qui a mis à mal sa posture professionnelle et la dynamique relationnelle entre lui et l'enfant. Enfin, il porte une réflexion sur les pratiques professionnelles institutionnelles inhérentes aux services de l'AS et placements familiaux spécialisés, qui peut être discutable pour certains mais qui met en exergue ce que bon nombre d'assistants familiaux pensent tout bas du métier, des pratiques et du dispositif de la protection de l'enfance. Cette réflexion tenue par un assistant familial est non seulement inédite mais osée et appelle à partager et à réfléchir sur les avancées et pratiques en matière de protection de l'enfance. L'ouvrage de Patrick Coche vient se ranger auprès de ceux de Jean Cartry et Corinne Verdoux, assistants familiaux. Il réconcilie le passé et le présent et inaugure et sème pour l'avenir l'espoir nourri de promouvoir et de perfectionner la spécificité du placement familial. Pour terminer, vous conviendrez, cher Patrick,
que mes pensées vont également à vos collègues qui ont suivi avec vous la formation professionnelle à Lille et à tous les assistants familiaux en exercice qui peuvent trouver dans ce livre l'espoir d'une valorisation et d'une considération professionnelle qui méritent le respect et les encouragements à écrire d'autres ouvrages. Soyez, Monsieur Cauche, remercié pour votre leçon de vie, votre professionnalisme et la réalisation de cet ouvrage. Et enfin, pour ce que vous avez apporté et apporterez aux enfants que vous accueillerez. Je voulais vous dire. C'est là qu'on se présente et qu'on annonce là. Couleur. Si c'est long, c'est parce que j'ai une grande babelle. Maintenant que j'ai la parole, je parle, enfin j'écris. On ne va pas jouer sur les mots, c'est du sérieux. Sourire. Quoi. Pas évident de se soumettre à l'exercice de l'écriture autobiographique. Je n'ai rien d'un écrivain. Je m'appelle Patrick, sur mon répondeur c'est Patoche. Pas commode en effet, de parler de soi jusqu'à en écrire un livre. Il faut une certaine vigilance, savoir prendre de la distance pour ne pas se faire happer par certains pièges comme le nombrilisme, ou tomber dans l'égocentrisme. Utiliser la première personne du singulier à tous azimuts, le fameux « je », peut produire cet effet. Et surtout ne pas oublier le pourquoi de cette démarche. J'ai bien pensé parler à la troisième personne, me demandant si cela serait plus commode, mais j'ai renoncé. Autant être sincère jusqu'au bout, on verra bien ce que ça donne. Et puis au moins, j'aurai essayé. Car vous l'avez compris. Dans ce qui suit, il sera question de moi, de mon vécu mais aussi d'une institution, celle de la protection de l'enfance, plus précisément du placement familial, sous plusieurs regards différents, celui de l'enfant placé et celui de la famille d'accueil. Nous allons donc parler du placement familial à travers l'histoire de mon enfance, mais pas seulement. Nous verrons aussi comment le placement peut influer sur le cheminement vers l'âge adulte, comment il n'est pas facile de se faire une place au soleil quand on est seul et combien de pièges il faut éviter, surmonter pour avancer dans la vie. Car la route qui fut la mienne jusqu'au métier d'assistant familial ne fut pas linéaire. Elle fut parsemée d'embûches parfois difficiles à encaisser. Depuis ma libération du service militaire, je porte toujours une casquette. Depuis qu'à cette époque j'ai commencé à perdre mes cheveux. À 22 ans, en 1981, ce ne fut pas facile à accepter après avoir vécu plusieurs années avec les cheveux longs. C'était alors la période des beatniks. Casquette parfois usée par le temps, car j'ai du mal à en changer. Et je suis toujours en jean et en basket. L'essentiel étant d'être authentique, n'est-ce pas, cher directeur ? Je vais avoir 54 ans dans quelques mois. J'ai passé mon diplôme d'assistant familial avec succès, session 2012, après 2 ans de formation qui m'ont beaucoup appris. Je suis assistant familial depuis 5 ans et suis engagé dans l'accueil familial depuis 9 ans, d'abord par l'agrément de mon épouse. J'ai la particularité de m'être trouvé des deux côtés de la barrière. Je veux dire par là qu'avant d'accueillir des enfants en souffrance au sein de ma famille, j'ai d'abord connu le placement sous un angle différent durant mon enfance, ayant vécu en famille d'accueil de 9 à 18 ans, de 1967 à 1976. J'ai eu l'occasion plusieurs fois, au cours de ces journées de formation, de donner des bribes de mon témoignage, dans un souci de partage, apportant à nos débats un éclairage différent et me suis aperçu que ce vécu pouvait intéresser mes collègues et leur apporter de l'aide pour une meilleure compréhension de certains aspects du placement. Madame Veil, responsable de formation à l'ETSUP m'ayant proposé de participer à un ouvrage sur cette question, j'ai naturellement accepté, pensant qu'à travers cette réflexion je pourrais être utile à la profession. Celle-ci m'ayant alors laissé le champ libre, je pensais que cela ne serait pas facile, car il y avait tellement de choses à dire, la difficulté essentielle étant pour moi d'être le plus concis possible. Cet exercice aboutit à un ouvrage collectif regroupant plusieurs témoignages d'acteurs différents du placement familial, sous le titre L'accueil familial dans tous ses états, de Claire Veil, paru aux éditions L'Harmattan. Pendant 2 semaines j'ai donc, en ce qui me concerne, retranscrit l'itinéraire de cet enfant placé que je fus, avec ses galères jusqu'au passage à l'âge adulte puis son cheminement jusqu'au métier d'assistant familial, sa découverte de l'institution. J'ai ensuite évoqué les acquis de la formation au DEF et leur bouleversement dans ma compréhension et ma pratique de cette profession. Mais ayant une grande babelle, quand un sujet me passionne, les pages se sont succédées. Tant et si bien que,
Dans un souci d'équilibre par rapport aux autres participants et aux thèmes abordés, mon article a dû être écourté et amputé de plusieurs passages pour permettre une certaine cohérence à cet ouvrage pluridisciplinaire. Ayant au cours de cet exercice chopé le virus de l'écriture, je ne pouvais en rester là, d'autant plus qu'à mes yeux cet article représentait un tout. J'ai donc bien naturellement décidé de m'y remettre. N'étant cette fois pas soumis à la pression d'une échéance précise, je vais pouvoir prendre mon temps, laisser le turbo, essayant de compléter cet article, jusqu'à peut-être en faire carrément un livre, on sait jamais. Son titre aurait pu être le tunnel ou encore le pot de terre contre le pot de fer, expression évocatrice et parlant d'elle-même, mais, souhaitant rester dans la simplicité, je leur ai préféré souvenir et itinéraire d'un gosse de la DAS. Vous constaterez que celui-ci englobe les deux autres et ne doit pas être pris dans un sens péjoratif, mais plutôt dans le souci de respecter la réalité et le ressenti de mon vécu. Et puis, il est un petit clin d'œil à nombre de frères et sœurs d'infortune ayant vécu, comme moi, le placement en famille nourricière dans cette époque lointaine. Car c'est bien cette étiquette qui nous a collés à la peau, comme une fatalité. On ne s'en défait pas aussi facilement que cela, et il est inutile de se voiler la face en niant l'évidence qu'à cette époque, nous étions délaissés pour compte. Certains passages pourront paraître durs, d'autres émouvants. L'essentiel est que chacun puisse y puiser un petit quelque chose. Bien sûr, étant un adulte assistant familial relatant mes expériences d'enfant placé, il faudra tenter de discerner les ressentis, les émotions décrites et véhiculées par les mots comme étant celles de l'adulte ou celles de l'enfant. Je pense que parfois ce seront les deux à la fois, car il s'agit bien de la même personne, de deux regards différents dans le temps qui s'entremêlent. Vous constaterez sans peine au cours de ce récit que je ne suis pas adepte de l'angélisme qui consiste à présenter les choses sous un angle unique, celui des bonnes choses, refusant d'exposer les moins bonnes. Car il ne s'agit pas là d'un livre dont le titre aurait pu être « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». La perfection n'existe pas dans notre monde agité. Il est essentiel d'être réaliste pour pouvoir prétendre à faire avancer les choses dans le bon sens. Il ne s'agit toutefois pas de tomber dans la critique facile, ce qui s'avérerait stérile, mais simplement de dire les choses comme elles sont, en tenant compte de chacun. L'accueil familial met en scène deux acteurs, l'enfant accueilli et la famille d'accueil. Les deux sont indissociables dans une dynamique compliquée et chacun mérite respect et attention. J'ai pu constater au cours de mes lectures ainsi que dans la pratique de ce métier, que cela n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, s'il existe une profusion de livres mettant l'accent sur les difficultés des enfants placés, très peu d'ouvrages concernent celles de la famille d'accueil, c'est symptomatique. J'essaierai pour cela de m'attacher à un but, celui de partager mes impressions tout en évitant d'égratigner gratuitement qui que ce soit, dans un esprit de vérité, souhaitant simplement et sans prétention aucune contribuer un tant soit peu à faire avancer les choses en donnant mon témoignage. J'aimerais qu'il soit utile. Et puis, relativisons. Notre institution n'est pas une entité en tant que telle. Elle est tout simplement un système composé d'une armée de professionnels, tous dévoués dans leurs fonctions propres et de bonne volonté, mais soumis à un imbroglio d'obligations administratives de plus en plus compliquées à respecter au fil des lois qui la régissent. Elle se trouve ainsi parfois engluée dans ce qui est peut-être devenu un marécage de formalités administratives, dont la cohérence ne saute pas toujours aux yeux. Mais certaines de ces incohérences ne doivent pas être considérées comme l'attaque gratuite d'un système. Pour moi, cela revient tout simplement à partager tout haut ce que certains peuvent ressentir, et penser tout bas. J'ose espérer que cette démarche pourra être utile. N'ayant pas la science infuse, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre, je ne parlerai pas en mon seul nom, mais parfois aussi au nom des collègues qui vivent, pensent, et pour qui parfois ce qu'ils vivent prend la tournure d'un cauchemar. Je le sais, ce sont des paroles dures mais ô combien vraies et réalistes. Vous le verrez plus tard car j'aurai l'occasion de développer quelques sujets révélateurs, patience, chaque chose en son temps. Et puis, avec un peu de chance, ma démarche aura peut-être le mérite de réveiller certaines vocations, pourquoi pas jusqu'à interpeller quelques politiques influents, de la pointure d'un Maurice Berger, téméraire et clairvoyant qui pourrait mettre un peu d'ordre dans tout cela, on peut toujours rêver. Car écrire un livre doit avoir du sens. Au-delà d'être une succession de grains oxydés bien alignés sur de la paraffine, bien enfermés dans une reliure, ce serait mieux que bien rangés sur son étagère, les jours de pluie,
il jette un peu de lumière sur notre profession. Mon intention par cet écrit n'est pas de m'ériger en donneur de leçons, ni de régler des comptes. Mais avant de commencer ce récit, je me permettrai encore une petite mise au point. Cela ne m'a pas échappé, il y a quelques années, lors des entretiens de sélection pour mon agrément ou mes demandes d'embauche dans plusieurs services de placement familial, qu'avoir été un enfant placé pouvait parfois être considéré comme un atout, d'autres fois comme un handicap. Ainsi j'ai pu lire dans les yeux de certaines personnes de l'admiration, dans d'autres une certaine méfiance. À titre d'exemple, un directeur de service m'a un jour demandé, lors d'un entretien de recrutement, si j'avais des comptes à régler avec l'aide sociale à l'enfance. Pas besoin d'avoir fait bac+5 pour comprendre ce qu'il voulait dire. Cette question sous-entendait une certaine crainte, celle d'un engagement plus ou moins pathologique de ma part. Cela peut se comprendre mais dans la forme, elle manquait un peu de tact. Aujourd'hui je répondrais qu'à l'époque, si compte à régler il y avait, ce serait plutôt avec la souffrance. M'engager dans ce métier n'ayant pour but que de la combattre. Et puis, même si le placement laisse toujours des traces, il peut avoir certains effets positifs comme une aptitude à l'empathie, la capacité à rebondir. D'ailleurs cette question contient dans sa formulation même un aveu. Celui que notre prise en charge ne permettait sans doute pas à un enfant placé de l'époque, de sauvegarder en lui un potentiel pouvant l'amener quelques décennies plus tard à prendre une position active dans l'accueil familial. C'est un aveu d'échec cuisant et lourd de sous-entendus, qui ignore que la résilience peut être plus forte que le ressentiment et la rancune. Si mon engagement pouvait avoir quelque forme de revanche, c'est sur la vie, sur cette fatalité du placement, non sur une institution qui n'existe plus dans sa forme actuelle. Il faut savoir se méfier des préjugés, et apprendre qu'il suffit parfois d'un petit coup de pouce pour qu'une vocation puisse s'exprimer. Cette main m'a un jour été tendue par une personne qui se reconnaîtra. Qu'elle en soit aujourd'hui publiquement remerciée, je parle de mon directeur de service. En même temps qu'il m'accordait sa confiance, il entr'ouvrit à cet enfant qui était en moi, la porte vers une réconciliation d'avec mon passé douloureux, passage obligé pour une intégration positive dans la profession. Quand un enfant se noie, il ne suffit pas de l'encourager à lutter pour survivre tout en restant bien à l'abri sur le rivage. Encore faut-il savoir se mouiller et lui tendre la main pour le sortir de l'eau. Depuis, je pense que nous avons fait un sacré boulot auprès de ces enfants que nous accueillons. Ceci en grande partie grâce à cette confiance qui m'a été témoignée, et à laquelle je fus particulièrement sensible. Ces résultats incontestables obtenus auprès de ces enfants constituent en quelque sorte un pied de nez au cliché qui tourne encore dans certains services de l'aide sociale à l'enfance, consistant à penser qu'il est impossible qu'une personne ayant été placée durant son enfance puisse prétendre à devenir un jour assistant familial. Il est bien évident que la résilience ne s'opère pas par magie. Celle-ci nécessite certaines rencontres qui permettent son éclosion pour un nouveau départ dans la vie. J'ai la chance d'avoir pu expérimenter cette ouverture vers une renaissance. Car si ce terme de résilience demeure pour certains un concept abstrait, symbolique évoquant une perspective lointaine, il ne peut être ainsi réduit. Cette résilience peut à tout moment devenir effective dans le silence, secrètement, dans la mesure où par notre position nous lui donnons la possibilité de s'exprimer. Pour ce faire, certains préjugés ou idées reçues doivent nécessairement tomber. Bon, c'est pas tout et il faut y aller, on a un bout de chemin à faire ensemble. C'est parti. En route pour un voyage dans le passé. Tout le monde met sa ceinture et son casque. On n'est pas des touristes. On s'embarque pour un rallye de 4x4 dans les ruelles de mon histoire. On essuiera des tempêtes, de la brume et du brouillard. On traversera des marécages, peut-être passerons-nous tout près de précipices. Accrochez-vous, ouvrez bien vos yeux et surtout ceux de votre cœur pour ne rien louper. Le miroir à deux faces. En route vers l'époque des carambars marques déposées. Mercure au chrome et sparadrap où je prends. Des notes sur la chute des tuiles et sur les cœurs. Coagulé. Si je recolle les morceaux du miroir. Je balancerai un truc à faire chialer un. Décapsuleur de packs de crocs. À titre indicatif, je précise que depuis ma plus tendre enfance j'ai une passion pour les animaux, et les chiens en particulier qui ont en grande partie ensoleillé mon existence. J'aime aussi les plantes et les fleurs mais j'ai horreur des bégonias,
Vous comprendrez facilement pourquoi plus tard. Fumant ma clope dans notre salon de toilettage jouxtant notre maison, surveillant discrètement les enfants que nous accueillons, je jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Je mesure le chemin parcouru, je me souviens. Va falloir que je mette les anti-brouillards car à certains endroits, il me sera difficile de me situer, certaines périodes ayant été zappées, probablement enfouies dans quelques oubliettes de ma mémoire. Je me revois à 15 ans. Je suis une seconde au lycée Robespierre d'Arras. Pour cela, ma famille nourricière m'a inscrit à l'internat. Comme tous les samedis midi, je suis dans le bus qui me ramène à la place d'Avesnes où parrain vient me chercher dans sa petite Renault 5 pour me ramener à la maison. Nous avons mes 2 frères, Bruno d'1 an mon aîné, Joël de 3 ans mon cadet et moi-même étaient placés dans cette famille 6 ans plus tôt. J'avais alors 9 ans, nos 3 sœurs plus jeunes ayant été placées séparément dans des familles différentes. Ce fut une chance d'être placés dans la même famille. Originaires du Pas-de-Calais, nous occupions auparavant avec nos parents un appartement HLM au 7e étage de la ZUP de Béthune. J'ai peu de souvenirs de cette époque. Je pense qu'ayant vécu cette période de transition vers le placement d'une manière violente, de plein fouet, ce fut un choc d'une telle pression que cette partie de mon enfance fut en quelque sorte refoulée dans ma mémoire. Aujourd'hui seulement quelques flashs me reviennent. Nous avions des parents qui se disputaient souvent. Me revient à l'esprit l'image d'une porte défoncée par des coups de poing et un coup de baïonnette lors d'une dispute. Un soir de réveillon, notre père revint du boulot avec un chiot en guise de cadeau pour notre mère. Furieuse, celle-ci se mit à l'insulter, jeta le quadrupède sur le palier tout en reprochant à mon père de ne pas avoir plutôt pensé à une paire de pantoufles. Avec le recul, je pense que cette anecdote apparemment anodine déclencha en moi une passion pour les animaux, principalement les chiens. Nos balades, mes frères et moi, tout près d'un petit lac proche de chez nous. Bruno avait alors 9 ans et nous épatait en chassant les grenouilles avec le pistolet, 22 longs rifles, que notre père planquait au-dessus de l'armoire de sa chambre. Une dispute très violente au cours de laquelle notre mère, hystérique, a voulu se jeter par la fenêtre. Je me revois aider notre père à la hisser à l'intérieur, car elle avait bien enjambé la fenêtre et se trouvait dans le vide. Cet épisode habita durant de longues années et de manière épisodique l'un de mes cauchemars, où je voyais avec horreur une femme chutant du haut d'un escalier en colimaçon. Bizarrement, ce cauchemar s'évanouit et me laissa en paix après mon engagement dans la profession. J'avais 6 ans, peut-être plus, mais quoi qu'il en soit trop petit pour comprendre ces choses-là, lors d'un après-midi ensoleillé. Notre père, assis à la table de cuisine en formica, était triste, peut-être avait-il trop bu, et me dit « Si elle ne revient pas, je me suicide. » Et moi, de lui répondre naïvement « Ben, si tu fais ça, qui c'est qui ira chercher le lait ?» Notre mère, s'énervant sur la télévision, jurant et frappant le monnayeur à coups de poing. La télé était équipée d'un appareil où l'on introduisait des pièces de 20 centimes pour la faire fonctionner, l'ancêtre du crédit, et faute de monnaie refusait de se mettre en route. Cette télé est vite repartie d'où elle venait. Quelques bons moments où notre père nous fabriquait des cerfs-volants avec des branches et du papier à recouvrir les livres, ou quand nous allions le voir jouer au foot dans une vraie équipe avec des vraies tenues de footballeurs. Nos excursions enfantines dans le vieux château abandonné, où nous explorions le monde des fantômes. Je ne me souviens pas d'un seul jouet m'ayant appartenu. Nous étions souvent dehors, au bord d'un petit lac près de la ZUP. Nous y pêchions avec des cannes à pêche rudimentaires faites maison. Une branche qui faisait office de canne, un morceau de fil et un joint de bouteille de bière Pélican marque déposée. Ça faisait l'affaire. C'est fou ce qu'à notre époque un rien nous suffisait pour s'amuser. On attrapait ainsi des épinoches, des petits poissons pleins d'épines. On était devenus les as du ricochet. L'hiver, le lac était recouvert d'une épaisse couche de glace. Il faut dire que nos hivers étaient bien plus rudes qu'aujourd'hui, et devenaient une sacrée patinoire. Notre appartement était sommairement meublé. Pourtant, au dire de Bruno, mon père gagnait bien sa vie. Probablement qu'une bonne partie de la paye partait dans l'alcool. Nos parents ont dû se séparer plusieurs fois pour de courtes périodes. À chaque fois, c'était elle qui partait. Je me souviens d'une nuit passée dans un cimetière de bus désaffecté, dans les mines, notre père essayant de récupérer notre mère qui nous avait quittés. Quand cela arrivait,
notre grand-mère paternelle, Blanche qu'elle s'appelait, venait à la ZUP s'occuper un peu de nous, et essayait de remonter le moral de notre père qui sombrait dans ces moments-là dans la déprime et l'alcool. Je me souviens qu'une de ces fois où grand-mère tentait de le réconforter, nous étions assis à la table de cuisine autour d'un café. Soudain, papa a pris sa tasse vide et lui a dit, en réduisant en poudre un morceau de sucre avec celle-ci, me fixant des yeux, « Si elle ne revient pas, lui, je l'écrase comme ce morceau de chuc. » Je fus pétrifié par ces paroles. Il devait être au bout du rouleau pour sortir un truc comme cela. Ça n'était pas dans ses habitudes. D'ailleurs, jamais papa n'a levé la main sur aucun de ses enfants. J'ai toujours eu de lui, aussi loin que je me souvienne, l'image d'un père tendre et rigolo avec nous. Entre eux, en revanche, c'était une autre histoire. Nous avons assisté à des disputes très violentes au cours desquelles papa se faisait insulter. Certains mots m'ont choqué et sont restés gravés dans ma mémoire. Même en me forçant, je n'arrive pas à me souvenir de moments tendres avec ma mère qui ne devait pas se montrer maternante avec nous. Un jour, alors que nous jouions avec nos cerfs-volants sur la pelouse de notre immeuble, le concierge nous a fortement grondés. Nous menaçant de nous couper les oreilles, j'étais petit et ayant pris ces menaces à la lettre, j'ai eu très peur, j'en ai même fait des cauchemars pendant longtemps. Notre père, rentrant du boulot, nous a rassurés, promettant d'aller lui casser la figure s'il remettait ça. Notre père avait donné à chacun des 3 frères un surnom. Pour Bruno c'était Pooch, pour Joël c'était Nin-Nin, moi j'étais Quinquin. Lui c'était Zorro, surnom qu'il gardera toute sa vie. Je n'ai pas connu l'école maternelle et mon premier jour de primaire fut mémorable. Imaginez une maman dans la rue qui traîne son petit récalcitrant et tout plein de larmes jusqu'à l'école. Arrivé dans le couloir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.